ce que je vais dire est probablement excessif, mais c'est un peu un objet, comment dire, heuristique, voire pédagogique, cet excès, parce que ça permet de repérer un certain nombre de traits. Donc je ne prétends pas avoir raison tous azimuts, mais en tout cas, je prétends essayer de repérer un certain nombre de traits par cette façon, je pourrais dire, pédagogiquement outrancière de m'exprimer. Alors je pourrais me réfugier derrière la définition que donne le philosophe allemand Peter Sloterdijk de ce qu'est un philosophe. Quand on lui demandait qu'est-ce que c'est qu'un philosophe, il répond « Oh, un philosophe, c'est très simple, c'est juste un type qui exagère. » Bon, eh bien, c'est exactement ce à quoi je crois vous allez assister à travers mon intervention. Alors, pourquoi est-ce que je me suis intéressé à ce sujet, moi qui, jusque-là, dans mon travail, pour ceux qui me connaissent, savent que je m'intéresse plus aux questions de croyance, aux questions d'identité. Je me suis intéressé à la question de ce que j'appelle le mythe de l'islamisation, à la transformation des habitudes de vie via un certain nombre de croyances quasi-religieuses, voire religieuses, etc. C'est parce que je me suis rendu compte que l'emploi et toute cette espèce de galaxie, même sur le plan rhétorique, sur le plan des mots, emploi, travail, etc., était devenu l'objet d'un véritable culte. Et comment est-ce que je peux dire ça, de véritable culte? C'est qu'on assistait à des analogies, mais qui sont, alors, encore une fois, hein, excusez-moi de l'outrance, mais absurdes. Par exemple, lorsque j'entends l'expression, mais une expression généralisée, que plus personne ne remet en cause, comme un dogme. Un dogme, c'est quelque chose qui, par définition, n'apparaît pas comme un dogme. Dès que ça apparaît comme un dogme, immédiatement, c'est comme si on reconnaissait une partie de la possibilité de la critique comme dogme. Quand ça apparaît pas comme un dogme, c'est-à-dire c'est une évidence, ça va de soi. Dans toute une partie du Moyen-Âge, et c'est un certain nombre de majorité de la population, la croyance en Dieu, c'était pas un dogme, c'était juste quelque chose qui allait de soi. Donc ça devenait le paradigme à travers lequel tout le reste pouvait discuter, mais pas ça. Eh bien, l'emploi me paraissait relever de cela. Quand vous dites bassin d'emploi, ça veut dire quoi, bassin d'emploi? Ça veut dire qu'il y aurait de l'or, de la houille comme un bassin houillé, et on imagine des individus aller à la recherche de cette richesse incroyable. Ça y est, c'est un bassin d'emploi. Ou alors, ce qui s'est développé à un moment donné, il faut sauver l'emploi. Comme si, alors là, là aussi, c'est le rapport au religieux. Il y a quelque chose de, comme ces divinités anthropomorphiques. Parce que là, on essaierait de sauver l'emploi qui est en train de se noyer, comme un individu qui se noierait. Oh, j'ai réussi à sauver l'emploi dans cette région. On va supprimer l'emploi, comme si c'était, on pourrait dire, même dans une série policière avec un meurtre. On supprime l'emploi, vous dites, on supprime l'emploi, on va tuer l'emploi. Alors, moi, je me suis dit quand même, il faut peut-être revenir à des choses simples, évidentes, basiques. Je crois que c'est ça aussi l'objet de la philosophie, l'objet critique de la philosophie, c'est de revenir à des choses basiques. C'est que le travail, l'emploi, c'est pas la richesse elle-même. C'est pas quelque chose qu'on accumule comme une richesse absolument désirable à la base. C'est juste une nécessité vitale. C'est juste que si on travaille pas, moi, dès le paléolithique, c'est qu'on peut pas vivre parce qu'on peut pas aller chercher sa nourriture. Ça fait partie de ce que j'appelle la première strate du désir humain, c'est le désir de survivre. Donc il faut le faire, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et le plus souvent, on ne le veut pas vraiment. Après, on s'épanouisse avec. Il y a toute une série de raisons. Donc déjà, à la base, j'aimerais attirer votre attention sur toute cette rhétorique qui se nourrit d'un imaginaire de l'emploi qui serait en soi une richesse à défendre coûte que coûte, quel que soit son contenu. Qui finit par arriver, enfin, qui finit par nous conduire même à des absurdités, je crois, même en termes de politique publique. Sauver l'emploi, pas ça d'emploi, etc. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, et ça a été dit indirectement par Jacques Le Goff, je crois, lorsqu'il évoquait Hannah Arendt, c'est que lorsqu'on parle de travail, je crois que souvent on mélange les deux dimensions, c'est-à-dire la partie tripalium, c'est-à-dire l'animal laborance, et effectivement, ce n'est pas exactement un instrument de torture, c'est un instrument de stabilisation pour les animaux. C'est pour ça que d'ailleurs Hannah Arendt emploie le mot animal laborance, elle fait laborance qui se ramène à labeur, qui veut dire le labour, cette espèce de côté lorsque l'homme est livré à une telle nécessité vitale qu'il est littéralement livré à la recherche de sa subsistance dans la terre directement, d'où le labour, le labeur. Donc cette partie-là, qui est une partie qui est obligatoire, nécessaire, survitale, nécessité de la survie, et puis l'autre partie, moi que j'appelle, mais on pourrait appeler autrement, je ne sais pas, parce qu'après il y a des catégories, il y a des gens qui m'ont dit j'étais un sociologue néolibéral.
Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais bon, ça permet de mettre des étiquettes. Et puis alors, inutile de vous dire, je ne me reconnais pas du tout sous cette étiquette, mais bon, j'ai entendu certains économistes. L'autre partie, c'est la partie de ce que j'appellerais l'activité, et l'activité épanouissante, qui est toujours présente. Effectivement, il y a les deux qui sont mêlés. Donc, lorsque je dis, moi, que je remets en cause la survie pour rester dans la rhétorique métaphorique d'un travail qui serait organiquement désirable, survie, je remets en cause la survie du travail, je ne veux pas dire la survie de l'activité. Je veux dire du travail, c'est-à-dire cette partie qui n'est pas désirable du tout dans chaque profession, finalement, cette partie qui existe dans chaque profession. Or, il faut quand même reconnaître que dans l'essentiel de l'histoire de l'humanité en termes temporels, en termes de la longueur temporelle, les humains ont essayé d'évacuer cette partie pour la faire par ceux qui n'étaient à peine considérés comme des hommes, qu'on appelait des esclaves. Pourquoi ? Non pas pour ne rien faire eux-mêmes, mais justement pour se donner le temps de faire ce qu'ils considéraient comme étant véritablement une activité. Et à cet égard, ce n'est pas seulement le cas des Grecs, mais à cet égard, les Grecs sont caricaturaux. C'est-à-dire que le citoyen, il y a plusieurs définitions du citoyen très précises, juridiques, il y a une question d'âge, il y a une question... Mais c'est en gros quand même quelqu'un qui n'a pas besoin de travailler. C'est-à-dire que le citoyen, en gros, c'est un aristocrate. C'est juste un aristocrate, un citoyen. Alors, on peut quand même se poser la question, troisième type de question que je me suis posée, comment se fait-il que lors de la Révolution française, on ait utilisé de façon positive ce mot de citoyen, hein, alors que cela désigne très exactement un aristocrate, historiquement. C'est quand même bizarre. C'est donc que les révolutionnaires, qui n'étaient pas tous complètement incultes, loin de là, l'utilisaient pour un certain nombre de raisons que j'essaye de comprendre dans mon livre. Alors, je suis regardant un certain nombre de textes sur ce sujet, et on se rend compte qu'en fait, la différence qu'il y a entre un citoyen aristocrate de l'Antiquité grecque et un aristocrate du Moyen-Âge dans le système féodal, c'est qu'au moins, en théorie, même si c'était faux historiquement, les citoyens sont des égaux. Au moins entre eux, même si ce n'est pas vrai, je sais qu'historiquement, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais enfin, c'était ça dans l'imaginaire et c'est ça qui compte là pour mon propos. Alors que l'aristocrate dans le système féodal, comme le nom l'indique, système féodal, on n'arrête jamais les poupées russes de la hiérarchie. C'est-à-dire que le prince est au-dessus du duc, qui est au-dessus du marquis, qui est au-dessus du truc, etc. Chacun est un féodé, presque sans fin, dans un système d'inféodation générale jusqu'à la fin aux serfs qui, eux, ne sont rien, ne possèdent même pas leur force de travail, qui sont les esclaves, en gros, dans le système féodal. Et si on ajoute, donc ça veut dire qu'au moins, ça veut dire être égaux entre eux, mais si on ajoute citoyen et qu'on le comprend comme étant une citoyenneté universelle, c'est-à-dire destinée à s'appliquer à tout le monde, on veut dire que l'objectif, ça serait quoi ? L'objectif, ça serait que tout le monde puisse être un citoyen, c'est-à-dire avoir une fonction, une activité politique libérée des exigences de toute cette partie de l'activité qui est la partie tripalium, c'est-à-dire la partie à laquelle qui, quelque part, nous aliène, ne nous épanouit pas du tout, n'est pas là, d'abord, n'est pas faite pour ça. Ça ne voulait pas dire éliminer l'activité, ça voulait dire pouvoir faire. Ça ne voulait pas dire la différence, il faut entre travail manuel et travail intellectuel, parce qu'effectivement, un travail intellectuel peut être... on se souvient de Louis XVI, qui adorait le travail manuel avec les serrures, parce que ça, c'était épanouissant. C'est pas ça la question. La question, c'est jusqu'à quel point il y a cette partie qui est une sorte d'obligation qui nous aliène, qui nous oblige à vendre notre force de travail, et le reste. C'est pour ça que, finalement, quand on analyse ce qui se passe après le XVIIIe siècle, XVIIIe, XIXe siècle, on se rend compte que va émerger effectivement un droit au travail, c'est vrai, mais que ce droit au travail, on pourrait presque dire que dans un sens, c'est un droit transitoire, parce qu'on ne peut pas faire autrement pour éviter, à minima, le fait de retomber dans le servage. C'est pour ça que ce droit au travail doit automatiquement s'accompagner d'un droit du travail, et qui se caractérise par l'émergence de contrats particuliers
qui sont protecteurs pour les travailleurs, qui définissent ce qu'est un emploi, c'est-à-dire un contrat de travail spécifique pour un emploi particulier. Moi, je définis l'emploi comme étant l'encadrement juridique protecteur spécifique du travail. Sauf que, à partir de cette période, comme on protège le travailleur d'une manière générale, on protège cet ensemble, on remêle, si vous voulez, la dimension travail au sens non désirable, disciplinaire, pour parler au sens disciplinaire, et la dimension qui nous épanouit, qui nous fait progresser, etc. On la remélange en quelque sorte. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'à partir de là, on ne reconnaît plus qu'il y ait une catégorie de la population qui puisse être entièrement active sans travailler, puis le reste de la population qui doivent travailler. Au moins, on reconnaît aux individus qu'ils possèdent leur force de travail et qu'ils peuvent la négocier selon des critères et un système protecteur, qui est tout le sens, finalement, du droit du travail. Donc, ayant dit ça, je veux dire que quand Hannah Arendt critique la modernité, parce que dans Conditions de l'homme moderne, elle critique la modernité, elle dit la modernité, c'est la généralisation de l'animal lavorance. Je pense qu'elle magnifie quelque part l'Antiquité grecque, parce qu'elle dit que là, c'est l'homo faber. Le règne de l'homo faber, c'est vraiment quelque chose c'est-à-dire de celui qui fait, qui est actif, c'est le citoyen, etc. Elle dit, c'est l'horreur, le monde moderne. Je crois qu'elle, si je puis me permettre, là aussi c'est outrancier de critiquer Hannah Arendt, un pilier de la philosophie de la pensée politique encore aujourd'hui contemporaine, dire que je pense qu'Hannah Arendt s'est trompée et qu'elle a confondu les moyens et les fins de la modernité. Parce que la modernité se donne effectivement les moyens de protéger, en protégeant le travail et en aboutissant de façon concrète aussi à un monde industriel, c'est-à-dire avec une tentative d'accroissement de la productivité, avec la mise en place de ces unités de production particulières, industrielles, alors qu'industriel, ça veut seulement dire industrieux, mais qu'on appelle, dans l'imaginaire, quand on pense industriel, on pense des usines, c'est-à-dire ces unités de production particulières, et qu'elle dit, c'est la finalité de la modernité, c'est ça la modernité, alors que finalement, ce ne sont que les moyens que la modernité se donne pour un jour lointain, peut-être, éventuellement, en sortir. Par conséquent, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, pour moi, c'est-à-dire qu'il y a une réduction tendancielle, et je ne crois pas que ça soit possible de le nier. On pourra discuter sur les enquêtes, je le discute au début du livre, les enquêtes, celle d'Oxford. Effectivement, je ne suis pas d'accord, moi non plus, avec cette enquête, et puis d'autres enquêtes qui disent seulement 10%, etc. Bon, je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, la réduction tendancielle, pas du nombre d'emplois, etc., ce n'est pas ça la question. La réduction tendancielle de la quantité de l'effort humain spécifique pour produire une quantité de richesse équivalente. Supérieur. Ça, je ne crois pas que ce soit possible de le nier. Parce qu'après, on peut dire, ah oui, parce qu'il y a d'autres emplois qui sont créés par le numérique, par d'autres choses, il y a la théorie du déversement, il y a toute une série de choses, etc. Néanmoins, il y a quand même une tendance générale où l'effort, qui commence par être un effort physique au début de la révolution industrielle, qui est le fait progressivement d'un élargissement de l'automatisation, et puis aujourd'hui, progressivement, moi je distingue automatisation de la robotisation, progressivement, avec la robotisation, un effort qui est aussi, dans une certaine mesure, un effort mental. Et même, ce que j'appelle aussi, un effort décisionnel. Décisionnel au sens où, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, je ne prends pas position sur la question. Moi, je préfère employer, j'appelle ça la technoscience décisionnelle, pour ne pas prendre position sur la nature de ce qu'est l'intelligence. Est-ce que c'est intelligent, pas intelligent, conscient, pas conscient? C'est juste que c'est une force d'activité spécifique qui se traduit par la capacité à prendre des décisions qui sont statistiquement, en général, meilleures que les décisions humaines. Je prends un exemple, qu'on le veuille ou non. On peut vouloir résister mentalement en disant c'est horrible, c'est plus comme avant, etc. Je prends l'exemple, parce que j'ai très très peur en avion, donc je prends l'exemple du pilotage automatique, qui devient de plus en plus du pilotage robotique, dans l'acception que j'évoque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus, on voit que les erreurs qui conduisent à des accidents
alors que ce n'était pas le cas dans les années 70-80, c'était plutôt l'erreur de la machine, sont de plus en plus des erreurs humaines. Et on voit venir le moment où, eh bien, la présence de l'humain dans le cockpit ne sera nécessaire qu'en raison de la subjectivité angoissée des passagers qui se disent être à 33 000 pieds au-dessus de la mer et sachant que c'est qu'un ordinateur, ça nous fait peur. Et il y a une inertie psychologique et imaginaire, enfin de notre, et je le comprends, moi je me fais pareil. Je dis oui, non, je préfère que ce soit quand même un humain. Sauf que personne ne saurait résister aux statistiques, j'en suis désolé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on verra qu'on s'approchera de 99,999% des accidents qui résultent de la décision d'un humain qui s'est superposé à celui du robot, et bien, au bout d'un moment, je préférerais quand même prendre finalement l'avion qui est avec. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Je dis je résiste pour des raisons psychologiques. Or, aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire le fait pour un ordinateur d'apprendre en situation de grande complexité et de se trouver dans des situations qui ne se sont pas présentées, donc des situations anormales, dans ces situations même, il peut mieux décider face à cette nouvelle complexité qu'un humain, dans certaines conditions. C'est en train de se développer. Ça ne veut pas dire que, je vous dis encore une fois, c'est outrancier ce que je dis, ça ne veut pas dire que c'est tout de suite, ça veut dire que c'est la tendance. Deuxièmement, d'autres disent, et je repense à André Gorz, qui disait le problème de l'automatisation, c'est qu'il y a de moins en moins de salariés dans les usines, mais par contre, il va y avoir un déversement des salariés dans les emplois de service, donc dans une société de service, et donc il dit finalement dans des sociétés de serviteurs, parce que c'est ceux qui possèdent le capital qui ont la possibilité de payer ces serviteurs, et donc dit c'est absolument horrible. Je suis assez d'accord avec lui, sauf que aujourd'hui, on a aussi un déploiement dans les services de machines avec la robotisation, qui aussi s'applique à effectuer ces services. Alors on dit non, c'est pas vrai, c'est pas encore le cas, c'est pas encore le cas, mais c'est une tendance. Je vous renvoie, par exemple, maintenant à ces robots aspirateurs. Encore il y a 6 mois, personne n'en avait, quasiment. Aujourd'hui, il y a un nombre de ménages, même de ménages de Français moyens, tout ce qu'il y a de plus moyen, qui en ont. Et ce sont des robots qui calculent l'espace, qui prennent des décisions pour savoir s'ils passent dessous, pas dessous, qui évitent lorsqu'il y a un escalier qui recule, etc., etc. Donc, ça veut dire que progressivement, même ceux qui sont contre, ils seront pour concrètement. C'est-à-dire qu'ils vont l'utiliser concrètement. Ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire que certains disent « Ah oui, mais pour le service à la personne, on en restera toujours là. » Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que le service à la personne, même ce que j'appelle aussi la technoscience empathique, elle correspond à une évolution qui existe déjà depuis le début des années 2000, ce que j'appelle la subjectivation des objets. D'abord, il y a l'objectivation des sujets, c'est-à-dire, vous savez, avec le quantified self, les gens qui mesurent leur nombre de pas, etc., c'est-à-dire qu'ils se considèrent comme une machine en étant, comment dire, où ils essayent de mesurer ce qui est la santé parfaite en fonction de leur... comme si eux-mêmes étaient un robot, en quelque sorte, ce que j'appelle l'objectivation des sujets. Mais parallèlement à ça, il y a la subjectivation des objets. D'ailleurs, elle commence dans le vocabulaire lorsqu'on parle de smartphone, c'est-à-dire une adaptation à la subjectivité humaine. Mais en même temps, ça veut dire qu'il y a des projets aujourd'hui de robots policiers, par exemple. Alors vous me direz, ah non, mais un robot policier, c'est comme avec le pilote, donc rapport à la personne. Le robot policier, je dis, c'est pas pareil, c'est vraiment horrible. Moi, je ne suis pas sûr que ça ne soit pas plus désirable. Parce que finalement, quelle serait la seule différence? Imaginons des algorithmes très complexes, qui commencent à exister aujourd'hui, de reconnaissance faciale, etc., avec les différentes attitudes humaines, dans leur plus grande complexité. Si le robot, au moins, la seule différence qu'il y a avec l'humain, c'est qu'il n'a pas d'ego, en théorie, donc ça veut dire qu'il ne sortira pas de son programme. Par exemple, il ne va pas s'énerver, je prends un exemple, il ne va pas s'énerver contre un petit arabe. Ben oui, c'est-à-dire que dans une certaine mesure, on peut renverser le propos en disant « Ah bien au moins, le robot empathique, entre guillemets, programmé pour ça, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais il ne sera pas programmé pour faire des bavures. Il y aura cette limite-là. » Donc ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est discutable, bien sûr. C'est discutable. Mais je ne crois pas qu'il faille d'emblée dire « Ah mais quand c'est le service à la personne, c'est pas pareil. Quand c'est ceci, c'est pas pareil. » Non, c'est faux. Aujourd'hui, il y a une évolution de la technoscience qui va dans ce sens. Alors maintenant, est-ce que c'est une mauvaise chose? Moi, je ne vois pas ça comme étant a priori une mauvaise chose. Ça ne veut pas dire que l'activité humaine est perdue. Ça veut seulement dire, c'est pour ça que je pense que même le Forum économique mondial qui fait le calcul des emplois qui disparaîtraient, etc.,
Moi, je ne crois pas à la disparition des emplois. Il ne faut pas caricaturer aussi ma pensée, même si je revendique la caricature. Je n'ai pas dit que les emplois disparaissaient. Moi, je raisonne en termes d'activité, c'est-à-dire sur chaque emploi ou sur chaque profession, plus exactement, en termes de tâches. Car que quasiment aucune profession ne sera touchée jusqu'à éliminer complètement l'expression humaine. Pour moi, ça c'est clair, parce qu'il y aura toujours besoin de faire un certain nombre de choses, y compris même de coordonner s'il y a des robots policiers. En revanche, toutes les professions sont de plus en plus touchées à travers une multitude de tâches qui recouvrent cette profession. C'est pas pareil. Ça veut dire qu'on aille du juriste, justement, par rapport à l'analyse de la jurisprudence, par exemple, à toute une série de choses de ce point de vue-là, eh bien, de plus en plus de tâches vont se développer, si vous voulez, à l'intérieur, vont être effectuées technoscientifiquement par des robots à l'intérieur de chaque profession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut plus, pour moi, raisonner en termes de création d'emplois ou de limitation même du temps de travail. Dans un sens, j'aurais tendance à être d'accord avec l'idée de limitation du temps de travail, de partage du travail. Parce qu'effectivement, bon, si on limite le temps de travail, s'il y a de moins en moins, je disais par rapport à l'équation que j'évoquais, de moins en moins d'efforts humains nécessaires, d'efforts en général, d'efforts humains nécessaires pour produire à peu près une quantité de richesse supérieure à ce qu'on produisait avant, on peut se dire qu'il suffirait de limiter le temps de travail. Sauf que je crois que c'est la nature même de ce qu'est le travail, c'est-à-dire de ce qu'est l'activité en général, qui est en train de se bouleverser. Parce que quand on dit que de nouveaux emplois sont créés, d'accord ? En particulier aujourd'hui, les nouveaux emplois qui sont créés par le numérique, par exemple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces nouveaux emplois ne me semblent pas être constitutifs d'emplois au sens de ce qu'on appelait emploi jadis. Ne serait-ce que parce que ce qu'on appelle emploi, protégé par le droit du travail, ça s'effectue dans un espace donné. Par exemple, ça peut être l'atelier de fabrication dans l'usine, ou ça peut être le bureau, puisqu'on dit on a un espace, il y a une translation, c'est-à-dire je passe de l'espace de l'intimité qui n'est pas l'espace du travail dans un autre espace, je me rends dans cet espace, et à partir de là, on peut penser une évolution du travail en disant on va réduire le temps de travail, mais pour pouvoir réduire le temps de travail, il faut qu'il y ait un espace stable, la réduction du temps de travail dans cet espace extérieur, qui est celui de l'usine, de tout ce qu'on veut, de toute multitude d'espaces possibles. Sauf que même si aujourd'hui les espaces de travail continuent à exister, bien sûr, encore une fois, c'est utopique, c'est caricatural, etc., la tendance, c'est que ces nouvelles activités, elles ne s'épanouissent pas, elles ne se déploient pas dans un espace stable. Parce qu'elles peuvent s'effectuer justement parce qu'elles sont numériques, liées à Internet, etc., chez soi, dans l'espace théorique de l'intimité, à l'extérieur, sur la route, etc., partout. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus enracinées dans un espace. Résultat, vous ne pouvez être plus dans la logique de pointage, de dire « Ah, je vais réduire le temps de travail ». Non, ça ne fonctionne même plus comme ça, j'allais dire, par nature, d'une façon plus essentielle. Pas seulement en termes de réduction de l'effort humain, mais en termes de dislocation de ce qui était la base de la réduction du temps de travail, c'est-à-dire un espace stable de travail pour pouvoir dire « je vais pointer, je reviens, je vais pointer », etc. C'est la raison pour laquelle je crois que nous devons changer complètement de système et le penser d'une autre manière. Alors, j'ai combien de temps encore ? D'après ce que j'ai vu, j'ai 10 minutes. Voilà, merci. C'est ça, ouais. D'après ce que j'ai vu, mais bon. Alors déjà, plutôt que d'essayer de sauver l'emploi, je vous dis comment sauverait le soldat Ryan ou tel individu en train de se noyer ou à la recherche de l'emploi, je ne sais où, etc., je pense qu'il faudrait plutôt, au contraire, promouvoir au maximum l'activité, le développement de l'activité, et accélérer encore la réduction du travail au sens où je l'ai défini, c'est-à-dire la réduction de cette partie, la partie la plus aliénante. Plutôt que de dire les machines vont nous voler nos emplois, il faudrait au contraire piloter au maximum l'évolution de la technoscience pour qu'elle aille dans le bon sens, le sens prescrit à la base par l'idéal même de la modernité que je définissais plus tôt. Comment faire ? Parce que alors la première chose déjà, c'est au niveau de l'éducation. Essayer de travailler sur cette espèce d'équivalence entre identité et emploi.
sur cette équivalence entre ceux qui ont un emploi et ceux qui ne l'ont pas, qui sont supposés être exclus du système. Et comment faire pour travailler là-dessus concrètement? Et c'est là où je crois qu'entre en jeu cette idée de revenu d'existence, de revenu universel, de revenu d'existence. Mais un revenu d'existence qui ne doit pas être celui de Friedman. Pas un revenu d'existence qui doit être un revenu d'existence de bas niveau, supposé remplacer toutes les assurances sociales existantes. Non, un revenu d'existence de haut niveau qui est supposé répondre quasiment entièrement à ce que j'appelle les deux premières strates du désir humain, le désir de survivre, je m'explique sur ce sujet, c'est-à-dire les biens de première nécessité, qui seront de plus en plus fabriqués massivement de toute façon via des machines, et deux, le désir de vivre, c'est ce que j'appelle aussi le luxe objectif, luxe parce qu'on pourrait s'en passer, mais objectif parce qu'on économise de l'énergie. En gros, et donc du temps, on va chercher sa nourriture, mais au lieu d'aller à pied, désir de survie, on va y aller à vélo, donc on met moins de temps. C'est toute la technique qui permet ça. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes au niveau où il est possible de fournir un revenu d'existence de ce niveau qui permette à chacun d'obtenir à peu près ce dont il désire à la base, sur cette base-là. Vous me direz, qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'essentiel de ce qui fait la spécificité humaine, anthropologiquement, c'est ce que j'appelle le désir d'être, c'est-à-dire d'ailleurs le désir de se distinguer, de raconter ce qu'on est, la narration, à travers l'objet d'ailleurs qu'on peut fabriquer. L'artisan, il raconte quelque chose, il se situe dans la continuité de ce qu'ont été les autres artisans avant lui, il est dans vraiment la narration, dans cette continuité. Le créateur, pas le créateur, les emplois qui sont plutôt, les activités qui sont plus physiques, moins physiques, etc. Et de valoriser ça au maximum. D'ailleurs, je vous signale que la société elle-même et l'imaginaire social et la structure de l'économie qui s'en ressent anticipent sur la réalité juridique, puisqu'on voit bien que la création de valeur aujourd'hui est beaucoup plus relative à ce désir d'être qu'aux deux premiers niveaux. Je m'explique. Au Paléolithique, la création de valeur, elle s'effectuait essentiellement sur l'idée de pouvoir survivre immédiatement, puisqu'il n'y avait pas d'autres objets. L'idée, c'est de survivre. Ce qui avait de la valeur, c'est de pouvoir avoir de la viande tout de suite. Ça avait de la valeur. Le reste ne comptait pas. Progressivement, le deuxième niveau a été constitutif de la valeur, le confort objectif. Mais aujourd'hui, si vous prenez l'exemple de l'immobilier, et c'est un exemple qui est frappant parce qu'il est justement, lui, caricatural en lui-même. C'est même pas la peine il est caricatural en lui-même. Vous prenez, il y a 60 ans, un appartement objectivement, confort objectif, deuxième niveau. Un appartement qui serait à Nantes, par exemple, qui serait le même, avec le même confort objectif qu'un appartement sur les quais de Seine à Paris. Il y a 50, 60 ans, vous aurez une différence en termes de prix qui est peut-être 30, 20, 30, 40%. Aujourd'hui, c'est juste 30 fois plus à Paris sur les quais de Seine. Pourquoi? Parce que justement, c'est comme si l'économie était en train de se reconstituer un peu dans la structure du marché de l'art. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est de moins en moins le temps de travail effectif et l'effort engagé, justement parce que ce sont de plus en plus des machines qui l'effectuent. Et c'est de plus en plus la valeur ajoutée en termes de désir d'être, de singularité, de désir d'être là, etc., etc. Aussi bien du côté du consommateur que du côté de celui qui produit. Donc, ça veut dire que le revenu d'existence, il est là non pas pour détruire l'emploi, il est là pour libérer l'activité dans un autre jeu de distinction pour que les gens n'aient plus à se battre pour les deux premiers niveaux, puisque de toute façon, les deux premiers niveaux, progressivement, vont être pris en charge par les non-humains, en quelque sorte. Et ce n'est pas un mal. Et le deuxième point, c'est qu'évidemment, on a un problème. Le problème, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui de façon très claire, c'est qu'il y a une accumulation du capital pour deux raisons. Une accumulation du capital, pour la raison de l'accroissement du nombre de machines, ce qu'avait déjà vu quelqu'un comme Marx, par exemple, qui fait que de moins en moins de distribution du capital en salaire et donc de plus en plus de concentration capitalistique chez ceux qui possèdent le capital, ce qu'avait vu aussi André Gorz, et en même temps une production de capital par la spéculation relative à
cette espèce d'explosion du désir d'être. Même à la bourse, c'est ça, ce sont des purs labels complètement distincts de ce que fabrique effectivement l'industrie, telle industrie. C'est du label, il y a des gens qui spéculent, et donc ça produit une sorte de valeur, des milliards dont on ne sait plus très bien à quoi correspondent ces milliards. Ce qu'on sait, c'est que ces milliards, dans un sens, ils sortent de l'économie réelle et même ils deviennent un poids pour l'économie réelle. C'est pourquoi la deuxième grande mesure, pour moi, c'est un impôt progressif, mais je dis bien progressif, sur le capital, très progressif sur les hautes tranches. J'étais dans un débat il y a 2-3 jours où on me disait « Oui, mais ce n'est pas possible de faire ça parce que le capital, c'est immobilisé, sont des stocks et ce n'est pas possible de faire ça, etc. » Mais c'est bien le problème. Justement parce que le capital est immobilisé, il faut le refluidifier par un impôt progressif sur le capital. Tant pis si l'individu qui possède des milliards doit vendre et qu'il en a hérité, tant pis ou tant mieux justement. Et c'est ça qui doit évidemment financer le revenu d'existence. Et enfin, troisième mesure, comme toute notre sécurisation sociale est essentiellement grévée relatif au travail et qu'on entend réduire la portion du travail comme source de revenus primaires, il faut évidemment ne plus faire dépendre le social du travail parce que c'est comme si on avait un système qui est d'emblée en faillite avant même d'avoir commencé puisqu'on a de plus en plus de demandeurs, de moins en moins de contributeurs, donc on gère une faillite en quelque sorte permanente. Donc, il faut que ce soit une TVA sociale, puisqu'on a le revenu d'existence, donc la consommation qui stabilise, la production qui existe, donc la TVA sociale règle ce problème. Et deuxième vocation évidemment de la TVA, une TVA écologique, ce que j'appelle, rendre le profit profitable. Parce qu'évidemment, il y a un certain nombre de produits. Et là, c'est vraiment la fonction, on pourrait dire, démocratique, participative, de la TVA, le vrai pilotage démocratique, au-delà de la rhétorique politique. Parce qu'un produit qu'on va estimer dans l'espace public, après discussion, tous ensemble, démocratiquement, comme étant nocif pour tout le monde, eh bien, on ne va pas exproprier comme ça violemment les gens, mais on va faire en sorte, avec une TVA relativement élevée, que ça devienne de moins en moins rentable pour les entreprises qui voudront aller dans ce secteur. Et évidemment, les bénéfices que l'on tirera, enfin l'argent que l'on tirera de cette TVA, eh bien, ça constituera un flux de TVA négatif pour financer d'autres produits, par exemple l'éolien, le solaire ou d'autres choses, qui auront été déterminés dans l'espace public, démocratiquement, dans la discussion, comme étant plus profitables pour que les énergies humaines, les énergies créatrices, se focalisent dessus. Alors certains disent, et peut-être je terminerai par là, certains disent le problème du revenu d'existence, c'est la question de la paresse, on est paresseux, etc. Je crois que c'est très très mal connaître l'être humain de dire des choses pareilles. C'est aujourd'hui où nous sommes dans une société qui est encline à la paresse. Il ne faut pas confondre l'oisiveté, qui étymologiquement veut dire liberté, et la paresse. La paresse, c'est le système actuel. C'est-à-dire c'est un système qui condamne les gens, qui les rattrape à la dernière minute quand ils ont déjà été humiliés et qui sont donc enclins à vouloir détourner le système, à en vouloir aussi au système même qui les rattrape à la dernière minute parce que finalement, ils ne sont pas très heureux que ce système les rattrape à la dernière minute, par des systèmes d'allocation multiples, variés, qui sont... Et donc, on est dans un système qui gère la précarité au maximum, alors qu'en même temps, il y a ce que j'appelle aussi un effet de vitrine, puisqu'il y a une production massive de produits, mais qui sont inaccessibles pour ces gens. Donc non seulement ça leur est inaccessible économiquement, mais en plus, ils se sentent humiliés psychologiquement. Vous avez toute une catégorie de la population qui relève de ça, parce qu'ils sont chômeurs, parce qu'ils se disent on est chômeurs, on est hors système, etc. Et puis une autre partie de la population qui doit s'estimer heureux de travailler, même si ça représente 95% de son travail dans la classification que je faisais, représente la partie indésirable, en disant c'est déjà pas mal d'avoir un boulot. Et donc finalement, les patrons, entre guillemets, peuvent plus faire pression, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, justement. Et ça, eux, ces gens-là, ils sont tout le temps au bord du burn-out. Parce que le burn-out, c'est pas qu'on travaille plus qu'avant, on travaille pas plus que quand les gens allaient dans les mines et travaillaient 70 heures par semaine. Même plus. Non, c'est qu'on travaille d'une manière différente et il y a une évolution des valeurs, parce que les valeurs, elles se sont intériorisées. Les gens, ils veulent s'épanouir, ils veulent pas travailler pour rien, c'est-à-dire qu'ils veulent être de plus en plus actifs, mais au fond, ils veulent de moins en moins travailler, au sens, bien évidemment, de ce que j'avais défini sur la partie négative du travail. Mais en fait, ce que permet la société ne suit pas par rapport à cette demande. Résultat, ils sont en burn-out permanent. Et donc, toute cette population, elle regarde le reste de la population, c'est-à-dire ceux qu'elle se représente comme
étant vraiment actifs, les politiques, les journalistes, les artistes, les universitaires, les écrivains, comme étant favorisés, comme faisant ce que tout le monde voudrait faire et pour eux ça leur est inaccessible. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent c'est le système. Résultat, une économie de plus en plus prospère, de plus en plus d'exclusion égale Trump aux États-Unis, Marine Le Pen ici. Si on ne change pas le système, c'est simple. C'est une équation qui est quasiment imparable. Or, la réalité des choses, c'est que si vous avez un revenu d'existence, vous faites une société avec des individus qui ne sont pas à se battre pour les 2 premiers niveaux de désir, et donc ils vont désirer se distinguer sur le 3e niveau. Là où justement on a besoin d'eux, ça tombe bien, puisque c'est là où se crée aujourd'hui de plus en plus la valeur, et donc une société hyperactive, un peu comme si on était dans une société de jeunes retraités. Regardez ce qui se passe aujourd'hui chez les jeunes retraités. Les jeunes retraités, dans notre système où la santé est plus généralisée après 60 ans, eh bien, sont les gens qui sont parmi les plus actifs et qui produisent de la valeur. Mais si on était dans une société donc de retraités dès l'origine grâce au revenu d'existence, on serait dans une société même pas active, hyperactive, qui relancerait l'activité. Mais pour ça, il faut sortir aussi d'une vision comptable. Parce que je pense que dire que, par exemple, je crois que c'est à peu près 26% du produit intérieur brut sur l'ensemble des allocations, etc., dépenser ça pour toutes ces allocations qui sont quelque part une forme d'humiliation, de rattrapage à la dernière minute, alors que le revenu d'existence tel que je propose serait bien au-delà de 40% du produit intérieur brut, ben je crois que ça c'est une vision comptable ridicule, parce que l'argent, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est juste la foi qu'on a dans des chiffres, dans du papier, dans le fait d'accepter, pour le boulanger par exemple, d'offrir une partie de d'échanger une partie de sa force de travail contre le pain, contre des billets. Donc ça veut dire que si vous donnez plus en théorie à cette partie de la population en termes de revenus d'existence, vous en faites la base d'une relance de l'ensemble de l'activité et donc finalement d'une croissance qui a une autre nature que la croissance que nous mesurons actuellement de façon à mon sens trop comptable. Et nous avons une relance non seulement de l'activité au sens purement économique, mais on pourrait presque dire une relance psychologique de la société. Parce que c'est les 2 problèmes, économiques et psychologiques, qui nous mettent dans la situation de crise identitaire dans laquelle nous sommes aujourd'hui.